Nouvelle semaine qui démarre à l'instant pour ce programme. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver. Bonjour et bon début de semaine. On sort d'un week-end assez mouvementé en termes d'actualité. On aura l'occasion ce matin de revenir sur quelques-unes d'entre elles. On parlera des sujets liés à la colère de Charles Hamel à 10h30. On aura dans un court instant l'histoire du jour et puis à 11h la revue des réseaux sociaux. 11h30 interpellation. Voilà le menu de votre magazine. Nous sommes le lundi, nous sommes le 20 juin 2022. L'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Charles Hamel Batchou, bonjour et bon début de semaine. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que s'est-il passé véritablement ce week-end pour que l'entreprise Eneo ne respecte pas ses paroles, ou disons-le sa parole? Elle avait promis que tout devait rentrer dans l'ordre le 17 juin, sauf que beaucoup de ménages et les marchés notamment, ceux qui utilisent des machines à écraser, ceux qui ont besoin des appareils qui demandent un peu d'énergie, ça ne tourne pas depuis. Ils ont supporté, mais hélas, on dit là-bas qu'on a retiré certaines phases, ça ne tourne pas, les gens ont faim. On ne parvient pas à vivre, vivement qu'on envoie les bonnes tensions. Le marché double balle souffre, se plaint. Le marché Makepe Misoke se plaint. Vivement que Néo revienne à de bons sentiments et permette à ces populations, ces pauvres petites populations, de pouvoir au moins nourrir leur famille. Avec nous également sur ce plateau ce matin, Isabelle Carole Zoupette, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous qui nous regardez ce matin. Violence conjugale, une femme qui perd la vie juste malheureusement à cause de son époux qui n'a pas pu se contenir et a choisi de poignarder celle-ci. Ça se passe du côté de Bafang, là nous sommes dans le Haut-Cam. Week-end plutôt triste, quelle horreur encore, jusqu'à quand ou alors à quel moment les hommes vont comprendre qu'il faut utiliser ses muscles pour protéger sa femme et ses enfants et non utiliser ses muscles pour ôter la vie à celle qu'on considère comme sa moitié. Et donc, on va vous retrouver tout à l'heure à 11h00, pas une seconde de plus, pour la revue des réseaux sociaux. Vous avez également été dans le mouvement de la fête des pères hier. Oui, mouvement de la fête des pères. J'ai eu encore le privilège hier de pouvoir serrer mon père dans mes bras et de lui dire combien je l'aime très fort, de lui faire un petit présent, de lui dire qu'il est si précieux pour moi, de lui dire infiniment merci pour tout ce qu'il apporte. Pour le père qu'il est, vraiment, c'est mon bouclier, c'est mon roc, c'est ma base, c'est mon tout, et il le sait. Mes parents... C'est un petit calendrier. Alors, il y a une polémique qui est née ce week-end de ces personnes qui souhaitaient, on va dire, bonne fête des pères, au père, et ajouter le sauf à ceux qui ont abandonné leurs enfants, sauf à ceux qui font ci, font ça. Et puis beaucoup ont dit, pourquoi est-ce que la fête des mères, on ne dit pas bonne fête aux mères, sauf aux mères qui font ci? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, je ne suis pas dans cette mouvance-là. Les personnes qui vont sur la toile, bonne fête maman, parfois, vous verrez, c'est des personnes dont la mère n'est même pas sur les réseaux sociaux, ne sait même pas que le fils est allé sur la toile, mettre sa photo, faire un message en bas de la photo, n'a même pas pris la peine de pouvoir appeler sa mère pour lui dire combien, voilà, maman, ceci ou cela, ou appeler le père. Mais on va sur la toile, on met la photo du papa, on dit combien il est ci, combien il est ça. Je crois que les choses, il faut le faire dans la réalité, vraiment. Il faut parfois laisser tous les messages, tout ce qui va avec les réseaux sociaux et franchement témoigner votre amour pour cette personne de son vivant et de lui dire face to face. Parce que faire des messages sur la toile, sur les statuts, le parent n'est même pas sur le statut, n'est même pas WhatsApp ou Facebook, ne regarde même pas vos statuts, ne regarde même pas ce que vous avez écrit sur Facebook. Alors, autre chose observée hier, à la fête des mères, tous les enfants avaient une photo avec leur mère. Ouais. Alors, hier, il n'y a pas eu de photo avec les pères. Moi, je crois que c'est des personnes qui vraiment n'ont pas compris que la vie ou l'éducation, c'est une complémentarité. Ça veut dire que quand vous avez réussi à grandir, sachez que ce n'est pas seulement votre mère. Si votre mère l'a fait parce que derrière elle, il y avait votre père également qui s'est bougé, qui s'est mobilisé. Dans le même engouement que vous utilisez pour dire bonne fête des mères, utilisez le même pour dire bonne fête des pères. Mes parents, ils savent. Je ne fais pas vraiment ce déséquilibre-là. Non, ce n'est pas la vérité. Okay. Le père ne se filme pas comme ça. Le père a le temps. Ok. Pour se filmer avec les enfants. Et c'est la mère qui se fait Facebook. Non, le père ne se filme qu'avec son successeur. Ok. Bonbon Began Kadje, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, faites des pères, faites-le là-bas.
Moi, je reviens lundi le 20 juin 1983. Faites ça là-bas. Faites vos pères. Comment on fait ça? Faites ça là-bas. C'est pour vous là-bas. Ok, d'accord. Mitterrand arrive pour la première fois au Cameroun ce jour du 20 juin 1983. Tout le monde est content sauf lui. Il doit arbitrer la bagarre, la guerre qui est enclenchée entre Amadou Ahidjo et Paul Biya. Il avait même voulu annuler cette visite préparée depuis le mois de décembre par Claude Chesson, qui était son ministre des Relations extérieures, et au mois de février 1983 par Guy Pen, son conseiller aux affaires africaines à l'Élysée. Mais il a également dit, si je ne pars pas au Cameroun, des commentaires iront de toutes parts. Il arrive donc aujourd'hui, le 20 juin, pour préparer aller à Garoua. Le 21 juin, parler à Ahidjo. Paul Biya a déjà fait sombrer le Cameroun. C'est ce jour du samedi 18 juin qu'il a décidé d'abandonner les 7 points qui étaient dans la feuille de route. Ce ne sera pas le 6 avril 1984, non, ce sera le 18 juin. Ça a été le 18 juin. Et ces 7 points, il faut les dire, hein, parce que vous y êtes. Le premier point dans la feuille de route qu'on lui a transmis le 4 novembre 1982, intensification de la politique de transformation des matières premières locales. Deuxième point, parce que c'était hiérarchisé, la création des complexes agro-industriels de grande surface. Troisième point, la promotion d'une industrie lourde qui sera facilitée par la réalisation des barrages de Songloulou et de Lagdo. Parce que dans cette optique, il était question, après cela, de faire Sondong, Menkim, ainsi de suite, ainsi de suite. Quatrième, la création d'industries manufacturières compétitives contribuant à l'approvisionnement du marché local et l'accroissement des exportations. Cinquième point, la poursuite de la politique de création d'entreprises à dirigeants et capitaux camerounais. Sixième point, la politique de décentralisation industrielle. Il fallait étendre une situation partout. Et 7, la révision du code des investissements. Il a donc décidé de tout abandonner et s'engager dans la politique, c'est-à-dire qu'on a oublié le développement. Nous y sommes engouffrés. C'est comme ça parce qu'un de vos enseignants, que j'apprécie d'ailleurs, il a Tchan, il semble avoir découvert qu'on crée le blé. Non, il y a eu saut des blés au Cameroun. À ce moment-là, malheureusement, on l'a tué. Il y a eu maïs cam au Cameroun, on a tué. Il y a un certain nombre de choses. C'est ça ce qui expliquait la création du centre universitaire de Ngaoundéré. D'accord. Mais également de l'ESSEC, au centre universitaire de Douala, où les cadres de l'ESSEC n'étaient pas directement pris dans la fonction publique. Il était même hors de question qu'on les prenne dans la fonction publique, mais il fallait procéder par la camerounisation des cadres au sein des entreprises privées. Ok, on va également passer nos amitiés au professeur Christopher Tankou, de la FASA à l'Université de Tchon pour la question du blé. Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour téléspectateurs. L'histoire du jour. Elle est très longue. On va essayer de le faire de façon ramassée. De la contraction de texte. Oui. Oui. Je vous écris parce que je suis dépassée et je ne sais plus de quel côté me tourner. Je m'appelle Rachel, nom d'emprunt, je précise. Je passe par ce compte pour vous faire part de mon problème. J'ai 28 ans et mon conjoint Pascal en a 39. Nous sommes mariés, dotés mairie, ça fait 5 ans. J'ai épousé un occidentalisé sans le savoir. Tout commence par la dot. Lui vivant en Europe, sa famille a engagé les démarches nécessaires et lui, il s'est rendu au Cameroun au moment de la dot en elle-même. Quand ma famille a voulu lui en tenir rigueur, j'ai essayé de parlementer et tout, et je les ai rassurés de ce qu'il ferait le nécessaire lorsqu'il serait là. Sauf que depuis le mariage, j'ai constaté que l'homme que j'ai épousé n'est pas totalement famille. Pour lui comme pour moi, lorsqu'il y a un problème dans la famille, ça ne me concerne en rien. À plusieurs reprises, ma mère nous a fait part des petits problèmes qu'elle avait et à chaque fois, il a dit, lorsque ta fille va travailler, lorsque ta fille va arriver ici en Beng, elle va t'aider, donc ne compte pas sur moi.
Il m'a connu, je vivais dans une maison en planche dans laquelle ma mère nous a élevés et celle-ci a décidé de faire une maison en dur à cause des nombreuses inondations qui mettaient en danger la famille. Elle nous a donc contactés. J'ai dit à mon mari, voilà, maman a décidé de lancer le chantier et il faudrait qu'on pense à lui donner notre contribution. Même un seul parpaing ou bien un clou, il n'a pas donné à ma mère. Au moment de toller la maison, j'ai également reposé la conversation sur la table en lui disant il faut participer, tu es le beau-fils. Il me dit non, mets-moi en contact avec les autres beaux-fils et on va voir ce qu'on peut faire. Moi de lui dire jamais, tu es le seul beau-fils légalement reconnu, donc c'est à toi de le faire. Ma petite soeur n'a que des petits amis dont on ne peut rien leur exiger. Rien n'a été fait, il n'a rien donné à ma mère. Quelqu'un m'a dit, lorsque tu vas arriver à l'étranger, là où il se trouve, certainement les choses ont changé. Je me retrouve donc en Belgique, je constate que je suis enceinte. La nouvelle n'était visiblement pas une bonne nouvelle. Pour lui, 1 mois et demi, on a commencé à avoir des disputes, on a contacté la police où il a fait savoir que je l'ai menacé, que j'étais invivable, en fait que la situation à la maison, ça n'allait pas. Ma mère nous contacte en nous faisant savoir que les toilettes de la maison se sont écroulées et qu'il fallait qu'on l'aide à bâtir les toilettes. Elle a donné un budget de 400 000 francs CFA et mon mari de dire, bon, on va envoyer 100 € à ta mère. Elle lui a posé la question de savoir, tu envoies 100 € sur un problème de 400 000 comment? Il dit non, je donne 50 €, tu donnes 50 €, c'est ton problème, c'est ta mère, ça vous engage. Donc essayez de voir comment vous allez gérer ça. 50 €, ça fait sensiblement 32 000 francs. Elle a dit c'est impossible. Si c'est le genre de montant là que tu veux donner à ma mère, vraiment, ça ne vaut pas la peine, mieux vaut laisser. Donc aujourd'hui, me voilà dans cette situation avec un homme qui ne considère ni ma famille ni sa famille. Lorsque j'ai essayé de poser le problème à sa mère a dit si tu avais accepté d'aller vivre au village comme moi j'ai vécu au village quand on m'a épousé, tu n'aurais pas ce genre de problème. Je ne sais plus trop où donner de la tête. À sa belle-mère. C'est sa belle-mère qui lui a dit qu'elle aurait dû aller vivre au village au lieu de vouloir venir également s'installer en Beng avec son fils. Donc là voilà, elle ne sait plus trop. Sa mère aussi de son côté est un peu vexée par son beau-fils qui refuse délibérément de l'aider. Elle ne sait pas trop comment jongler entre les deux. Et il y a un enfant qui arrive également. Et voilà, comment on vit avec un homme qui est aussi occidentalisé selon elle. Alors, on va pas beaucoup de temps, hein. On va prendre 2 minutes. Chacun 2 minutes. Bon, Robingan, quel est le problème que vous relevez dans cette histoire ce matin? Vous savez, c'est compliqué quand on pose le problème dans le genre où maman ne s'en occupe pas. Donc, à aucun moment, on ne voit, j'allais dire, le problème de fond. Ça n'existe pas. Parce qu'elle reste superficielle. On n'a pas fait ci à maman, l'aide et tout. À aucun moment, elle dit, il ne voulait pas, c'est moi qui l'ai contraint à... Bon, vous avez contraint quelqu'un à vous épouser sans savoir qui il est. Ma fille Isabelle Caro parle de casting. Bon, vous n'avez pas fait de casting. Vous n'avez pas fait. Et elle fait également le constat que le gars est comme ça. Même avec sa mère comme sa belle-mère. C'est son comme ça. Bon, quand vous avez donc un homme qui est dans son comme ça, et le gars vous dit clairement, il a dit à votre maman, qui est sa belle-mère, lorsque ta fille viendra en Europe, il travaillera pour s'occuper de toi. Donc, ma fille, tu as un enfant que tu attends de lui. Apparemment, tu voudrais vivre dans un cadre familial, élever tes enfants dans un cadre familial. Bats-toi donc en Europe, tu t'occupes de ta maman. Parce que le reste des problèmes de contexte là... Aussi simple que ça. Oui, le gars lui a dit, bats-toi en Europe et en plus tu as donné 100 €. 50. Et voilà, 50 €. 32 000. Ben juste, il t'a dit ça. Il t'a dit à ta maman et à toi-même, tu viendras te battre pour t'occuper de ta maman. Tu acceptes et tu fais... C'est lui qui a fait venir c'est lui qui a fait venir la femme... Oui, il a dit, je l'épouse, on va faire regroupement familial, il viendra se battre, s'occupera de sa famille. Le gars est très clair. On ne peut pas faire de débat. Donc, ma fille, bats-toi,
tu t'occupes de ta mère, puisqu'il a abandonné sa propre mère. Il a abandonné, il a plus fort raison. Ça aussi à l'étranger. Voilà. Et par pitié, parce que sa maman est là-bas par pitié. Parce que sa maman même était réfugiée au village, peut-être même c'est un cas de maladie qu'il a mené là-bas ou quoi que ce soit, et ça ne l'occupe pas. D'accord. Isabelle Carole Zoupette, à vous la parole. À vous la parole, Isabelle. Je crois qu'elle ne devrait pas se plaindre, parce qu'en fait, ce qui se passe, ce n'est pas tous les problèmes que vous avez dans votre famille que votre mari doit être au courant. On a coupé l'eau chez vous. Allô chérie, il n'y a pas l'eau chez nous. Elle m'a même appelé le matin, elle a dit que vraiment il y a une facture qu'on a déposée là, il faut. Allô chérie, vraiment le gaz est fini chez nous. Ma mère vient d'appeler là, il faut qu'on règle le gaz là-bas. Allô chérie, il faut que... Non. Épargnez votre mari de tout ce qui se passe chez vous. Ne lui donnez pas l'impression en réalité qu'il est devenu, je ne sais pas, le Père Noël de votre famille. Encore que même le Père Noël choisit un mois précis pour faire des dons ou alors pour offrir quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas l'acculer. Moi, j'ai l'impression que cet homme est acculé. Il allait même savoir peut-être la façon avec laquelle la dame pose le problème. Parce qu'il faut retenir une chose. Entre le problème que vous avez dans votre maison, sous votre toit, et le problème de votre famille que vous venez poser à votre mari, il y a une différence et il y a une façon avec laquelle il faut approcher votre mari pour parler d'un problème concernant votre famille. Un toit qu'il n'y a pas chez vous, alors qu'il faut refaire, est différent d'un toit qu'il faut refaire chez lui. Donc il faut essayer de voir le ton, avoir beaucoup de tact pour poser ce problème. Autre chose, lorsqu'on est une femme et qu'on est marié, qu'on a peut-être une source de revenus ou quoi que ce soit, on peut se permettre soi-même de pouvoir épauler sa famille sans ébranler tout le temps, monsieur, donne-moi pour ceci, je dois donner à tel, donne pour ceci. Parfois, monsieur peut vous donner de l'argent, je ne sais pas, pour faire X ou Y. C'est vous maintenant qui faites des sacrifices sur telle ou telle autre chose. Vous faites des petites économies pour aider votre famille doucement, sans nuire à monsieur. Parce qu'entre-temps, en même temps, la relation qu'il a avec sa mère ou sa famille, c'est leur relation là-bas. Mais tout ce que votre mari fait, vous le portez pour le dire à votre mère. Cette femme, je crois qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Puisque même quand le mari donne 50 €, vous avez dit, elle n'est pas obligée d'aller dire à sa mère, maman, écoute, mon mari a donné 50 €. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle peut prendre ça, elle arrange cette somme, elle dit, maman, écoute, voilà ce qu'on a pu avoir pour toi. Sans citer le nom de qui que ce soit, sans dire, c'est moi qui te donne cet argent, ou c'est Francis. Maman, voici ce qu'on a pu avoir. Essaye de te battre avec. Point, sans faire de commentaires. Mais quand vous venez dire à votre mère, mon mari a refusé de t'épauler pour la maison, il a refusé de t'épauler pour refaire les toilettes, c'est pour que la maman ait quelle image de votre mari. Parfois vous apportez quelque chose à votre mère, vous donnez en disant que voilà ce que le père a demandé que je te donne. Pourtant c'est même pas lui qui a envoyé ça, mais c'est pour arranger ou alors pour entretenir les relations entre votre mère ou alors entre votre famille et votre mari. Ce sont des relations extrêmement délicates et la pièce centrale du puzzle, c'est vous là-dedans, c'est vous qui devez polir cette relation. Vous devez la sculpter de telle enseigne que d'un côté comme de l'autre, qu'il n'y ait pas de malaise, bien au contraire, qu'il y ait un équilibre. Et c'est vous qui devez avoir le juste milieu. Ok. C'est entendu, Isabelle Carole Zoupette. Charles Hamel, je vous passe la parole. Vous savez, la relation n'est pas une prise en charge totale et globale. Lorsque l'homme ne se sent pas intégré, il ne pose pas d'acte, il observe. Il observe. Monsieur Faupoussi, si moi, ou peut-être votre épouse, disons-le, vous êtes marié, vous avez une femme, votre femme accouche, au lieu de m'informer, vous, monsieur Faupoussi, votre femme passe plutôt par l'une de mes épouses et lui tient informé qu'elle a accouché. Vous m'avez respecté? Non. Parce que vous avez choisi un autre interlocuteur que moi. Même si vous partez du principe que j'ai dit à ta femme non, elle va te dire. Vous lui avez dit, c'est votre soeur, c'est votre copine, c'est votre amie. Vous ne m'avez pas tenu informé. Je considère, je prends ça comme un mépris. Premier point. Deuxième point. L'homme n'est pas intégré dans ces relations. On le tient toujours à distance. Un comportement, ou un habit froissé, comportement de fer à repasser, c'est tout. Si on avait intégré ce monsieur dans la vie familiale, il pouvait prendre les devants.
il pouvait se dire, d'accord, voici comment je vais m'organiser, voici comment je vais faire. Mais il y a un seul son de cloche. Allô, le WC de ma main est tombé. Allô, on a sessionné pour là. Allô, ouais, tu es là, tu dors comme ça. Est-ce que tu sais que c'est qui a de... Il est le fils de cette maman à quel moment? Il est le fils de sa belle-mère à quel moment? Ah oui? On dit que le beau-fils parade dans la cour de la belle-mère. Quand le beau-fils arrive, le beau des beaux, il arrive. On sait qu'il est là. Il y a une chanson, il est là. On sait que le beau est là. C'est comme ça, c'est la règle. Mais ici, la maman n'a pas la subtilité nécessaire pour ramener son nouveau fils à elle. Sa femme, elle a la langue serpentine de mendicité, une mendicité accrue. Et beaucoup de gens ne savent pas que ça refroidit les relations. Ceux qui sont en Europe ont horreur de ça. Des gens qui passent tout le temps, j'ai faim, j'ai soif, j'ai tel problème, et ma chaussure s'est percée, ils ont horreur de ça. Parce que là-bas, ça ne badine pas. Là-bas, c'est boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro. Alors vous avez quelqu'un qui bosse dur, qui fronte, tu ne sais même pas comment il est arrivé, comment est-ce qu'il se bat dans son véhicule. Mais tu viens lui dire que le WC est tombé, la peinture est défraîchie, un pied de mon lit est tombé. Mais attends, viens toi-même travailler. Je crois que c'était suffisamment éloquent et parleur quand il dit toi-même, viens travailler, tu vas t'occuper de ta maman. Elle est arrivée en Europe. Maintenant, elle vous sort l'astuce que je suis enceinte. Je ne peux pas trop me mouvoir pour aider ma famille. Comme tu es encore là, en plus de la maison, en plus du bébé qui arrive, en plus de la nutrition, en plus de la location, en plus des factures, en plus du transport, en plus du suivi. S'il te plaît, occupe-toi des WC de ma maman. Ce n'est que 400 000. Minalmi. Voilà. Dominique Audrey, on termine avec vous. Je vous en prie. Les filles, les gens, vous les laissez chez vous. Après, oui. Allez-y. Moi, je suis gênée parce qu'on fait semblant. On choisit d'éluder que le fameux beau-fils l'a ouvert grandement pour dire à sa belle-mère, quand ta fille va venir en bain, elle va travailler, elle va s'occuper de toi. Où est le respect? Où est le respect de ce beau-fils qui est censé considérer sa belle-mère comme sa mère? Est-ce qu'il aurait eu le courage de dire à sa mère, maman, vraiment, je suis désolée, je ne pourrais pas t'envoyer 100 € tous les mois. Envoie-moi ton dernier fils. Lorsqu'il va arriver en baigner, il va travailler, il va t'envoyer l'argent tous les mois. Est-ce qu'il peut dire ça à sa mère? Ici, simplement, moi, je suis d'accord avec la femme quand elle dit qu'elle a épousé un occidentalisé. Parce que oui, il a cette mentalité-là. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je dis tous les jours, peu importe les relations que vous pouvez avoir avec qui que ce soit votre mari, que ce soit votre parent, votre mère et tout ce que vous voulez, personne ne vous est obligé en rien. Si vous ne voulez pas vous sentir comme vous vous sentez aujourd'hui, madame, en étant une sorte de marchepied, en ayant votre mère qui va être chiffonnée, parce que le bonhomme va dire tout ce qu'il veut. Le bonhomme, lorsque votre belle-maman vous appelle pour vous dire, mon beau-fils, j'ai décidé de construire la maison, vraiment, il faudrait que tu penses à m'aider. Et que après fini de construire sa maison, vous n'ayez rien donné, vous n'ayez même pas appelé pour demander à la belle-mère, faites semblant. Comment avance le chantier? J'ai appris que le ciment coûte 8 000 au Cameroun ou bien 10 000, je ne sais pas trop. Comment tu as pu t'en sortir? Comment? Faites semblant. C'est un peu ça qui fait que les relations aujourd'hui tendent à tenir parce qu'on est tous des faux, parce qu'on fait tous semblant, parce qu'on fait tous, on fait tous de la mascarade, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Il aurait simplement dû le faire s'il avait de la considération pour cette belle maman-là. Donc, chère dame, je suis vraiment désolée pour vous, que vous soyez tombée sur ce genre d'individu. Oui, l'Afrique qu'on connaît, l'Afrique qu'on célèbre ici, c'est que lorsqu'on épouse une femme, on l'embrasse, on embrasse sa famille, on embrasse les problèmes. En 5 ans de mariage, vous posez 2 problèmes à un homme et la somme
somme qu'il réussit à vous donner, ce qu'il trouve à vous donner, c'est 32 000 pour les toilettes de votre mère qui sont tombées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mère fait ses besoins à l'air libre, dans la nature comme ça. Et le bon mari, le bon monsieur, il dort en paix. Et il a le toupet de vous envoyer 32 000. 32 000 n'achète même pas 4 feuilles de tôle pour pouvoir faire un truc comme ça, au moins pour cacher la nudité de la dame qui est censée être sa belle-mère. Donc, vraiment, maman, il faut accoucher. Lorsque vous aurez accouché, cherchez un travail. Si vous voyez que vous ne pouvez pas tenir dans ça, ne tenez pas dans ça. Parce qu'un homme qui, à chaque fois que vous allez poser un problème, que ce soit pour votre famille ou bien sa famille, va vous insulter, ça ne sert à rien de rester dans ce genre d'histoire. D'accord, on va s'arrêter là. Malheureusement, il faut rationaliser le temps. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des buts et résultats des emprunts obligataires au Cameroun depuis son lancement en 2010. Depuis 2010, l'État du Cameroun est actif sur les marchés financiers de la CEMAC à travers l'émission de plusieurs opérations d'emprunts obligataires par appel public à l'épargne. Et le dernier en date est précisément le 6e. Cette opération a pour but un montant ou a pour montant total d'émission 200 milliards de francs CFA, soit une valeur nominale unitaire de 10 000 francs CFA. À quoi nous servent les emprunts obligataires dans ce pays? Après 2010, 2013, 2016 et 2018, l'État du Cameroun vient de lancer son 6e emprunt obligataire. On parle de la réalisation d'une 50aine de projets dans les secteurs stratégiques des infrastructures, des industries et services, du développement rural, conformément à la vision 2035. Le Cameroun, dans un sens normal, a-t-il besoin d'un emprunt obligataire pour financer son économie? De l'avis des experts, non. Rappel des faits. L'émission de l'emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA de l'État par appel public à l'épargne privée avait débuté en 2010, un mois de décembre. Les fonds collectés, avait-on dit, devraient être destinés à la réalisation de 14 projets d'investissement pour lesquels la quote-part du Cameroun fut estimée à un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Il s'agissait à cette époque du barrage réservoir de Lompanga, 27 milliards, du barrage de Mambele, 12 milliards, du pipeline Tchad-Cameroun, des infrastructures portières, port en eau profonde de Kribi, 21 milliards de francs CFA. Non, complexe industrialo-portière de Kribi, 21 milliards de francs CFA. Des projets miniers, projet cobalt et nickel de Lommier, 30 milliards de francs CFA. Des projets de communication, construction de 3200 km de fibres optiques, 5 milliards de francs CFA. Ça, c'était l'emprunt obligataire de 2010. A-t-on réalisé cela? Question. 2013, le gouvernement relance un autre emprunt obligataire. Les fonds levés pour l'emprunt obligataire devraient servir en 2013 au financement partiel des projets routiers, énergétiques et portuaires inscrits au budget d'investissement public de l'exercice budgétaire 2013. Pour cette année, au lieu de 200 milliards, le Cameroun a besoin de 80 milliards pour achever son projet. Il devait donc servir ces 80 milliards à l'édification du barrage de Mambele, 23 milliards, à la construction du complexe industriel-portuaire de Kribi, 9 milliards, sur les premiers 23 milliards, à la construction de 3 routes et au bitumage d'un tronçon routier, 18 milliards, et les 30 milliards supplémentaires serviront à financer, entre autres, des prises de participation
ainsi que les restructurations des entreprises publiques. 2014, un autre emprunt obligataire de l'État. 150 milliards sont sollicités et cela est lancé le 24 novembre 2014. Ce fonds devait être injecté dans différents projets, notamment l'agriculture et l'élevage, distribution des semences, abattoirs et entrepôts frigorifiques, la santé, hôpitaux généraux et réhabilitation des plateaux techniques, du logement social, 1000 unités à construire dans les chefs-lieux des 10 régions, d'infrastructures, routes secondaires, construction de postes de gendarmerie et de postes frontières, adduction d'eau dans les villes et 3000 forages en zone rurale, éclairage public systématique dans les villes de Douala et Yaoundé. A-t-on atteint cela? Point d'interrogation. À cela s'ajoutait la construction du barrage de Lompanga, 15 milliards, construction du barrage de Mekine, 10 milliards 800 millions, calibrage des drains primaires dans la ville de Douala, 4 milliards, réhabilitation, aménagement des routes à Yaoundé, 4 milliards 300 millions, aménagement des voies d'accès aussi du logement social en Lembe, 4 milliards environ, construction d'une chaîne d'abattage et entrepôt frigorifique, 1 milliard 720 millions, participation, aide, participation au soutien à Camerco, 3 milliards, soutien à EDC, 2 milliards et demi, participation au soutien à Madjini, 2 milliards 533 millions, soutien à la cotonnerie industrielle du Cameroun, SICAM, 2 milliards 40 millions, soutien à Kamwata, 11 milliards de francs CFA. Bravo. Nous allons en 2016, un autre emploi obligataire. Pour la 4e fois consécutive, après les opérations 2010, 2013 et 2014, les offres dépassent la demande. On a besoin de 150 milliards de francs CFA pour le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga, 1 milliard 500 millions, électrification de 166 localités par photovoltaïque, 8 milliards, projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompanga, 7 milliards 100 millions, soutien à Sonatrach pour l'installation dans les 10 régions, 5 milliards de francs, autoroute Yaoundé-Simalen, 9 milliards 100 millions, construction des routes et des enclavements des bassins de production à l'ouest, 8 milliards, travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, on n'est plus à Yaoundé-Douala, 9 milliards, mais on est à Douala-Yaoundé, 5 milliards, financement du programme de relance de la SEMRI, 3 milliards 500 millions, financement des programmes de la relance de la Sodécoton, 7 milliards 500 millions, construction du pont en eau profonde de Kribi, 16 milliards de francs CFA. 2018, l'emprunt obligataire était destiné à la réalisation et à la finalisation d'une quarantaine de projets d'infrastructures dans les 10 régions du pays, avec une quote-part importante réservée aux projets liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, quand Total Énergie de football. On avait besoin de 260 milliards. Construction qui devait servir, construction au barrage hydroélectrique de Bini-Warak, 500 millions, autoroute Yaoundé-Simalen, 6 milliards 300 millions, construction du stade Olembe, les accès du stade Olembe, 30 milliards de francs CFA, construction des annexes A et B, on se retrouvait dans les 6 milliards de francs CFA. Alors on se pose la question de savoir, pour ne s'arrêter qu'en 2018, est-ce qu'on a atteint véritablement l'ensemble de ces projets qui rentraient dans les grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités? Autre question. Comment est-ce que le Cameroun est arrivé à contourner les crédits bancaires via les emprunts dits obligataires? Comment comprendre cette attitude du gouvernement à toujours célébrer son succès, à emprunter de l'argent et donc endetter les générations futures? Comment comprendre que le ministre des Finances, principal argentier du pays, fait le tour du monde pour emprunter de l'argent, histoire de laisser aux générations futures de colossales dettes, alors que l'ensemble des réalisations ne sont jamais arrivées à leur terme? Comment comprendre qu'au lieu de célébrer la création locale des richesses, on préfère emprunter pour dilapider, sans toutefois prévoir les lendemains? On emprunte pour construire les infrastructures et booster le pays, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Les projets qu'on a décidés pour le nouvel emprunt obligataire de 2022, c'est la planification et aménagement du territoire, 3 milliards 744 millions. Dans le secteur de l'énergie, 23 milliards 477 millions. Infrastructure routière, 119 milliards 867 millions. Aménagement urbain, 23 milliards 230 millions. Extension des travaux d'aménagement du complexe industriel portuaire de Kribi, 15 milliards de francs CFA.
Et ce qui est étrange, reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest et autres fonds de contrepartie, 14 milliards 680 millions 176 417 francs CFA, soit un total de 200 milliards. Bravo, bravo. Si on prenait cela pour des réalisations effectives et qu'à la fin, on en ressortait avec des sourires, on aurait dit finalement, bravo à nos dirigeants. Mais hélas, Ouemekin, Lompanga, Mambele, suivez mon regard. Ce qui se passe à Yaoundé est inédit pour un pays comme le Cameroun parce qu'on se vante de ce qu'on va sur les marchés financiers et qu'on réussit à lever des fonds. Et là-bas, à Yaoundé, ils nous disent que le Cameroun est crédible, que le nom du Cameroun marche parce qu'on est BB+, notation des agences comme Moody's ou Standard & Poor's. Mais la vérité, c'est que malheureusement, sur cette question des emprunts obligataires, on se rappelle, vous avez parlé de 2010, c'est que le Cameroun sortait de l'initiative PTE, c'est-à-dire que le Cameroun avait bénéficié d'un allègement de la dette et malheureusement, 4 ans plus tard, entre 2006 et 2010, on a recommencé le cycle d'emprunt, effréné. Alors, quand on parle de ça, à Yaoundé, on nous dit que non, le Cameroun reste dans les clous du seuil que la CEMAC prévoit, donc pas dépasser le cap de 70% par rapport au PIB, mais ça reste que malheureusement, comme vous l'avez dit, l'argent que nous empruntons, on ne sait pas à quoi ça sert. Est-ce que les projets que nous mettons en route sont des projets à valeur ajoutée qui pourraient nous permettre de rembourser facilement parce que lorsqu'on... C'est très simple, hein, Chalabel. Si moi je vous emprunte l'argent pour aller m'acheter, je ne sais pas quoi, un vêtement ou bien pour consommer quelque chose, je suis à peu près sûr que cet argent-là, il me serait difficile de le rembourser. Mais si je vous emprunte l'argent pour ouvrir un cafétéria ou une affaire, je sais que la quincaillerie que je vais ouvrir va me permettre de rembourser votre argent parce que ça produira de l'argent. Donc au Cameroun, malheureusement, on est dans des projets du clinquant, mais qui, malheureusement, sur le plan long terme, n'apportent pas grand-chose. Bon, Bengad, justement, quelle est votre lecture de ces buts et résultats de l'emprunt obligataire? On fait ce matin une sorte de droit d'inventaire, de bilan de ces nombreux, 6 au total, de ces emprunts obligataires. Non. Oui, faire le bilan parce qu'on pourrait dire que ça rentre dans les commodités d'usage. Quand vous avez pensé faire quelque chose, vous mettez en place un certain nombre de mécanismes. Au bout du compte, il faut faire un bilan pour savoir si on a réalisé ou pas. Mais le drame, justement, dans notre pays, c'est que les bilans sont connus avant qu'on ne lance le projet. Et le bilan est généralement négatif. Parce que lorsqu'on lance un projet dans notre pays, on sait déjà que ce projet n'aboutira pas. C'est comme des commissions qu'on ouvre et qui ne sont jamais fermées. Malheureusement, c'est ça le problème. Parce que l'argent qu'on a pris pour endetter le peuple camerounais, et vous avez bien fait de relever 2006 et 2010, justement parce que on a pris à tort qu'on sortait des griffes du Fonds monétaire international. Mais on ne pouvait pas sortir des griffes du Fonds monétaire international avec le même mode de management. C'est ça qui a continué. Donc, en réalité, le banquier nous a dit, bon, laissons les choses passer. D'abord, même là, vous avez vu ce qu'est le comportement de la France. On a annulé la dette, mais je ne vous donne pas cet argent, je mets ça ici, on va regarder ensemble. On va cheminer ensemble avec les projets que vous aurez à implémenter. Parce que précisément, on savait qu'on n'allait rien implémenter. Et la caisse autonome d'amortissement ne cesse de nous le dire encore. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, on est dans une situation où on sait bien qu'on prend de l'argent, mais que cet argent ne servira pas la chose pour laquelle on a pris cet argent. Dominique Audrey, sur cette question, quelle est votre analyse? L'analyse que je peux en faire ne peut être des parties de l'émotion. Parce que on vous fait savoir que lorsqu'on fait ce genre d'emprunt,
C'est parce qu'on veut sortir des contraintes bancaires. On veut pouvoir avoir de l'argent et réaliser des projets. Ça, c'est bien, c'est louable. Au final, si quelqu'un vous dit « je veux emprunter de l'argent pour pouvoir terminer la construction de ma maison, financer les études en médecine de mon enfant, pouvoir investir dans mon champ », c'est une très bonne chose parce qu'on sait pertinemment qu'en faisant ces investissements, on aura retour sur investissement et on pourra aisément rembourser l'emprunt. Donc aujourd'hui que le Cameroun en est à son 6e emprunt obligataire, on se pose la question de savoir, mais on nous a parlé d'agriculture dans l'un de ces emprunts. On nous a parlé de levage, on nous a parlé. À quel niveau se trouve l'impact de ces investissements qui auraient été faits avec l'emprunt qui a été fait? Où en est-on avec l'agriculture? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi au niveau des champs, au niveau de la productivité, au niveau de l'industrialisation qu'on aurait pu faire pour le riz, pour le blé, pour le maïs et toute autre chose? Comment se fait-il qu'aujourd'hui on continue de consommer certains poissons qui sont impropres à la consommation? Les femmes savent de quoi je suis en train de parler. On n'a pas pu investir dans la pisciculture. Pourtant, on a fait des emprunts et on a dit que c'était pour investir dans ça. Pourquoi est-ce que nos axes continuent de ne pas être éclairés? Pourtant, il y a plusieurs années, on a fait un emprunt qui était censé permettre les éclairages de nos différents axes. Lorsque vous passez par exemple sur le pont la nuit, si vous voulez traverser le pont du Vouri la nuit, vous aurez du mal à voir si vous avez une voiture qui est un peu un genre, qui n'est pas totalement en état, parce que peut-être il y a des ampoules à certains endroits et ça ne fonctionne pas. Si vous prenez la route de l'ouest pendant la nuit, vous n'aurez pas d'éclairage. Si vous reprenez la route qui mène à Edea, vous n'aurez pas d'éclairage. Mais il y a plusieurs années, on a fait un emprunt qui aurait dû permettre de pouvoir avoir les éclairages sur nos différents axes. Donc, qu'a-t-on fait de l'argent? Où est allé l'argent? À qui a-t-on remis ces différents marchés pour pouvoir réaliser ces projets? Et aujourd'hui, on vous parle, on revient encore sur l'énergie, on revient encore sur les infrastructures routières. Ça veut dire que chaque 3-4 ans par là, on refait le même emprunt pour refaire la même chose. Donc, au final, c'est de l'argent pour ne rien faire. Mais on fait des annonces. D'ailleurs, je note que vous avez évoqué la question des marchés publics, la passation des marchés publics. Quelles sont les personnes qui gagnent ces marchés et comment ces personnes réalisent les projets qu'elles sont censées réaliser. Et donc, il y a derrière des rétrocommissions et beaucoup de détournement d'argent public. D'ailleurs, le TCS nous regarde. Je pense qu'on peut voir tous les grands dossiers qui sont devant le tribunal criminel spécial. Avec vous également, Isabelle Carole Zoubet, votre lecture de ces emprunts obligataires sous le prisme des buts et surtout des résultats qu'on peut observer ou pas aujourd'hui. On se fait de mal à nous-mêmes, mais malheureusement, plus d'un choisissent de rester bouche fermée. Je crois que lorsqu'on fait ces emprunts obligataires, du moins on est là à la 6e fois, on ne le fait pas pour soi, on le fait pas à titre personnel. On le fait pour la société, ça veut dire qu'on le fait pour tous les Camerounais. Ça veut dire en réalité, en français facile, que c'est tout le monde qui devrait pouvoir bénéficier de cet emprunt. Parce qu'en réalité, lorsqu'il faut rembourser, c'est tout le monde qui met la main à la pâte pour pouvoir rembourser en produisant d'une certaine façon. Mais si on se met à faire des emprunts et ne pas les utiliser à bon escient, ça pose problème. Parce que ici, le problème se situe à deux volets. On ne veut pas sortir d'une dépendance, on ne veut pas s'affirmer, on veut toujours recourir. Et même lorsqu'on recourt et qu'on a cet appui, vraiment, on ne fait pas bon usage de cela. Et la conséquence directe, c'est le bas peuple qui souffre. Parce que rien n'est fait, aucune ligne ne bouge, on reste toujours dans le noir, on reste toujours dans le gouffre, on reste toujours dans le même pétrin, c'est toujours le même décor. On ne cesse de vous parler de tout ce qu'on a déjà eu à contracter et qu'on envisage de toujours contracter. Mais vous vous demandez, ça sert à quoi finalement? Ça aide de qui? Si on ne peut pas se retrouver dans une situation un peu plus favorable qu'hier, autant mieux ne plus parler de ça et savoir que voilà, on n'a pas de quoi manger, on sait tous qu'on n'a pas de quoi manger, plutôt que de faire savoir qu'il y en a pour tout le monde ou alors qu'on fait l'effort de s'améliorer. Pourtant, en réalité, on stagne, mais à côté, il y a des personnes qui prennent de l'argent, mais qui ne l'utilisent pas et qui ne sont pas inquiétées
parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont de longs bras. D'accord. Alors, Charles Hamel, il y a un sage qui disait que le problème n'est pas la dette, le problème c'est ce qu'on fait de la dette. Et attendez, je vais passer la parole. Et il en est de l'emprunt obligataire, comme des eurobonds, par exemple, où le ministre Motazé se vante parfois, alors qu'on voit bien que les eurobonds, un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, réussit à avoir des taux plus bas que les nôtres. Nous, quand on atteint des taux, on pense qu'on est très très fort. Et parfois, même sur la maturation, c'est sur des années, par exemple, nous sommes encore en retrait. Mais aussi, il faut rappeler que le Cameroun, pour se financer, a besoin de recettes fiscales, douanières, pétrolières et tout le reste, mais que derrière, il y a des emprunts, des projets. On peut avoir des projets avec des partenaires bilatéraux. On voit avec la Chine aujourd'hui, la France, les autres. Il y a évidemment des dettes que nous contractons avec les banques, la Banque mondiale, le FMI, la BDAC, la BAC, tous ces projets qu'on a, et davantage la dette que nous avons à l'intérieur. C'est-à-dire que des PME qui font des travaux, je vous réponds, mais qui ne sont pas payés du tout. La dette intérieure excédée, c'est 7 000 milliards. Voilà, donc 7 000 milliards. Allez, donc maintenant, voilà, ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Raison pour laquelle on est obligé de contourner les voies bancaires. Voilà. C'est pour ça qu'on est surendetté. Le Cameroun ressemble, M. Fopoussi, à un garçon qui, parce qu'il aime trop une belle femme de la trempe de Dominique Audrey Oyengalek, va s'endetter pour se marier. Le Cameroun va s'endetter pour se marier, M. Fopoussi. On s'endette pour se marier. D'accord. Vous rembourserez avec quoi lorsqu'on sait que les premiers jours du mariage sont difficiles? Vous rembourserez avec quoi? Et vous êtes même dans l'inactivité, puisque vous êtes dans une lumière. Voilà, vous êtes dans l'inactivité. Vous Vous allez rembourser avec quoi? C'est la raison pour laquelle on entend tous ces scandales. Projet minier de Lomé, projet de ci, projet de ça, on a octroyé telle zone de l'exploitation sur 40 ans renouvelable N fois. C'est pour amortir. Nous passons le temps à prendre à gauche pour amortir à droite, reprêter comment on va dire devant pour combler dans le nord. Voilà comment nous vivons dans ce pays. Que les gens ne pensent pas que nous allons sortir de l'ornière. Jamais. Prenons le cas de l'eau. On a doté Camwater de 11 milliards de francs CFA pour l'adduction en eau potable dans 2 emprunts obligataires. L'eau coule. Vous avez l'eau. Yaoundé a l'eau, M. Fopoussi. Non, n'allons pas loin. On dit partant des places de la Sénégal, 23 milliards pour l'organisation. Yaoundé coule de l'eau. Vous avez de l'eau à Yaoundé. Mais vous vous rendez compte qu'on prend des choses. On a parlé du stade de l'Olympe, c'est fini. On a parlé du complexe industriel portuaire dans les emplois obligataires. C'est fini, M. Fopoussi. Vous vous rendez là, voilà. Vous vous rendez compte qu'on fait des choses, mais le malheur, c'est nous les Camerounais. Parce que nous ne prenons pas la peine de nous enquérir véritablement de certaines situations. On nous dit entretien routier, reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, 14 milliards. Qu'est-ce qu'on met dedans? Lorsqu'on tue les gardiens de prison, lorsqu'on fait les enlèvements des sénatrices, lorsque vous mettez quoi dans la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest? Je veux savoir. Et il n'y a personne qui peut interpeller, personne qui peut dire, mais marquons un temps d'arrêt pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de nous proposer. On a parlé de la construction des logements sociaux, 1000 unités. Nous sommes à combien, M. Fopoussi? Combien sont occupés? Par qui? Voilà le dernier projet Shelter Afrique qui s'est retrouvé dans la situation. Mais vous vous rendez compte qu'on est dans un affumage. On a parlé de 3000 la construction de 3000 forages en zone rurale. Et monsieur Fopoussi, 3000 forages. C'est où? D'accord. C'est où? Ngelmenouga? C'est où Ayos? Bonis? C'est où? C'est 3000 forages. On parle de l'éclairage public. Douala paye seulement pour le peu qu'on peut voir 1 milliard de francs CFA. On dit 1 milliard de francs CFA en termes de consommation énergétique. Mais dites-moi, on éclaire quoi? On éclaire où? Si réellement il y avait eu ces financements dans l'ordre de près, M. Fopoussi, dans l'ordre de près de 8 milliards de francs CFA pour l'éclairage, je suis sûr qu'on aurait de belles villes. Yaoundé, Douala seraient de belles villes où on aurait éclairé toutes les différentes zones. À des moments, vous passez sur le pont de Vouri, c'est le clignotant.
D'accord. Chalamel, on va s'arrêter là pour cette première partie, excusez-moi. On va rationaliser. Cameco, 3 milliards de francs CFA. Un soutien à Cameco, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Voilà une loi qu'on va voter à l'Assemblée nationale pour éviter, permettre à Cameco de lutter contre la concurrence avec un engin. Voilà, on va, madame, monsieur, marquer une courte pause. À tout de suite. Yeah.